Eh bien, le temps de vous dire qu'il est 8h16, nous allons accueillir notre invité de la matinale. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Antoine Ravard. Il est premier secrétaire du PS des Côtes d'Armor et il est en direct avec nous. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors voilà, on va essayer, je le dis chaque vendredi, de reprendre notre sérieux car on va parler de politique ce matin. De politique avec cette loi immigration qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et qui suscite beaucoup de vagues. On a vu quand même des députés hier qui ont failli s'empoigner quand même autour de cette loi. Est-ce à dire que c'est un sujet ultra sensible pour prendre un mot un peu en vogue? C'est un sujet important, mais avant l'Assemblée nationale, on a d'abord vu, et je crois qu'il faut commencer par là, le gouvernement, par la voix de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, valider au Sénat la suppression de l'aide médicale d'État, qui est une proposition, historiquement, depuis 30 ans, uniquement défendue par la famille Le Pen sur la scène politique française. Et je crois qu'il faut commencer par là, parce que c'est une dérive sans précédent du gouvernement et des gouvernements d'Emmanuel Macron depuis qu'il est élu. Ça reste évidemment un sujet important, et aujourd'hui on voit qu'à l'Assemblée nationale, heureusement, la représentation nationale avec des députés de gauche, notamment des députés socialistes, mais aussi une partie des députés de la majorité présidentielle, ont hier remis en place l'aide médicale d'État et refusent cette vision de l'immigration qui est celle qui s'étend de l'extrême droite jusqu'à Gérald Darmanin sur la scène politique. C'est un sujet important évidemment, pour plusieurs raisons. D'une part, pour des raisons de cohésion nationale, et c'est des propositions que les socialistes vont porter à l'Assemblée nationale, qu'ils ont déjà portées au Sénat, sur l'intégration, sur la manière dont les personnes qui arrivent dans le pays peuvent apprendre davantage le français. C'est aussi un texte important sur la question du travail. Les socialistes proposent de régulariser, et moi je défends fermement cette proposition de régulariser l'ensemble des travailleurs sans papier en France, parce qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui en France occupent des emplois qui sont nécessaires à l'économie, notamment des femmes de chambre dans les hôtels, notamment dans les restaurants des grandes métropoles à Paris ou à Rennes ou ailleurs. Et ces emplois ne sont plus occupés par les travailleurs français, donc il faut cesser l'hypocrisie. Ces gens-là travaillent, ils payent des cotisations, ils ont naturellement droit à un statut légal et à pouvoir circuler avec une autorisation et sans crainte sur le territoire national. Est-ce que le contexte actuel, on va y revenir à ce contexte politique, on en parle beaucoup sur toutes les antennes et Bretagne 5 n'échappe pas à la règle, ce contexte politique actuel avec ce fait divers qui a eu lieu à Crépol, ce jeune Thomas qui a été assassiné, est-ce que ça participe aussi d'une peur de l'étranger, d'un repli? Est-ce que finalement la France a peur, pour reprendre une formule qui fut galvaudée en un autre temps? Vraisemblablement, il semble que ça y participe, mais là aussi, il faut imputer la responsabilité aux politiques. Vous savez, quand on s'engage en politique, on porte une responsabilité des mots que l'on décide d'utiliser ou non. Et quand on voit toute une partie de l'échiquier politique en France, qui, alors même que pour l'instant, les conclusions de l'enquête ne sont pas publiques, que les mots qui sortent soit de la bouche du cabinet du préfet, soit du procureur de la République dans la Drôme sont pour l'instant extrêmement prudents, ne parlent absolument pas d'un règlement de compte prémédité, mais pour l'instant d'une bagarre qui a dégénéré. Et en disant ça, on ne minore absolument pas la peine de la famille, de Thomas, de ses proches et de ses amis, mais on essaye au contraire de pouvoir clarifier cette peine en mettant les mots les plus justes sur les faits qui se sont déroulés. Et je crois que tous ceux qui instrumentalisent ça, finalement, excusez-moi, mais ils ont honte de rien. Et moi, j'ai honte pour eux, par contre, d'instrumentaliser la peine d'une famille. Alors, il y a eu des mots de dire on va planter des blancs. Est-ce que, bon, condamnable bien évidemment, mais est-ce que, évidemment, là on a parlé de racisme anti-blanc. On a ce débat. Est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc aujourd'hui en France ? Je ne sais pas si on peut parler de racisme anti-blanc parce que, historiquement, le racisme, c'est pas un acte unique. Le racisme, c'est une doctrine qui consiste à exclure des minorités parce que minorités. Le fait est que les Blancs ne sont pas des minorités en France. Qu'il y ait par contre des discriminations de populations non blanches envers des populations blanches, et les mots que vous rapportez dans la Drôme, en l'occurrence, sur le drame qui a coûté la vie à ce jeune Thomas à Crépol. Évidemment, là, on sont un exemple précis, mais là encore, je ne pense pas que ce soit finalement le sujet. Le sujet, c'est celui de l'insécurité qui augmente, et notamment de l'insécurité dans des territoires ruraux ou périurbains, là où les débats publics concentrent souvent les sujets de l'insécurité dans les grandes métropoles et dans les banlieues des grandes villes.
Est-ce que la gauche, justement, aurait dû s'emparer de ces sujets de sécurité, ou en l'occurrence d'insécurité, et ne pas laisser d'autres partis le faire, par exemple? Elle le fait, elle le refait, mais il faut aussi être lucide. Elle le fait plus que quiconque, en vérité. Moi, je rappelle que dans ce pays, c'est la gauche qui crée systématiquement des postes de policiers et de gendarmes sur le territoire, notamment sur les territoires ruraux. Et c'est les gouvernements de droite, libéraux, qui, dans leur doctrine de baisse du coût des services publics, suppriment des postes. Donc, ils ont beau avoir un discours martial. En vérité, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est 10 000 postes de policiers en moins. Emmanuel Macron en avait promis 9 000. On arrive péniblement à 2 ou 3 000. Alors, c'est très bien, il faut les prendre. Et on voit qu'ici, par exemple, dans le département des Côtes-d'Armor, il y a des brigades de gendarmerie qui vont rouvrir. Nous nous en réjouissons au Parti Socialiste, comme ailleurs, et là-dessus on salue l'action du gouvernement si ça aboutit à renforcer la sécurité dans les territoires ruraux. Mais évidemment il y a une augmentation de l'insécurité, du moins du sentiment d'insécurité dans les territoires ruraux, et le Parti Socialiste et la gauche dans son ensemble doivent saisir ce sujet à bras-le-corps, parce que cette insécurité, c'est ce qui peut pourrir le quotidien des Françaises et des Français, et jumelé à l'inflation, on a une période d'instabilité qui est assez insupportable pour chacune et chacun. Alors on va en parler de cette inflation alors que les fêtes de Noël arrivent et que des Français, c'est une enquête qui est parue hier, beaucoup de Français disent pour Noël on ne pourra pas offrir de cadeaux parce qu'on n'a pas les moyens. C'est quelque chose d'assez rare. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut, j'allais presque dire tordre le cou à cette inflation, trouver en tout cas des moyens de lui tordre le cou? Il faut absolument lutter contre l'inflation, ça doit être la seule priorité du gouvernement. Moi, je crois que c'est la priorité absolue. Ce que vous venez de dire là, et on peut ajouter à cela les personnes qui n'arrivent plus à payer leur logement, celles qui n'arrivent plus à manger, donc qui sont dans des situations de pauvreté encore plus graves. Mais ce que vous venez de décrire, cette situation qu'on pourrait qualifier de précarité, elle est en fait dramatique parce qu'elle démontre à quel point aujourd'hui des gens qui travaillent, qui sont en emploi, qui appartenaient aux classes dites revenus modestes, voire aux classes moyennes, sont aujourd'hui en train de tomber dans la précarité, et on arrive à un niveau où dans un pays riche, que l'on ne soit pas en capacité, un pays si riche que la France, que des millions de familles, 9 millions de pauvres en France, un étudiant sur deux, je rappelle, qui va à l'aide alimentaire, 40%, 45% des Français qui ont renoncé à manger 3 repas par jour. C'est colossal. De plus en plus de gens sautent des repas dans un pays comme la France, et notamment dans une région comme la Bretagne où on produit à manger pour 20 millions d'habitants. Donc juste pour terminer sur ce sujet, évidemment, nous on a plusieurs propositions au Parti Socialiste. D'abord, il faut s'attaquer à la hausse des prix, il faut figer un certain nombre de prix des biens essentiels, et puis revenir aussi à des tarifs réglementés sur l'eau, sur le gaz, sur l'électricité, pour permettre que ces dépenses qui sont incompressibles, on ne peut pas se passer de factures de gaz et d'électricité, soient réduites. Et puis enfin, une dernière chose, je précise qu'à l'Assemblée nationale, grâce à l'action des députés socialistes, une prime comprise entre 115 et 200 euros complémentaires de la prime de Noël va être versée cette année pour les familles monoparentales qui sont à 85% des femmes, familles monoparentales en situation de précarité. Et là aussi, c'est un sujet dont on ne parle jamais en politique, les familles monoparentales, pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'elles sont majoritairement des femmes en réalité. Et majoritairement, ces femmes, elles travaillent. Donc, grâce aux socialistes, il y aura une aide supplémentaire cette année. Évidemment, c'est que ponctuel. Ça ne résoudra pas le problème, mais ça permettra peut-être de mettre un peu de gaieté dans les fêtes de fin d'année. Alors on a besoin de gaieté alors que les banques alimentaires se plaignent finalement de ne pas arriver à faire le plein, de devoir choisir. Choisir, c'est terrible, choisir qui on va aider aujourd'hui en France. Est-ce qu'il faudrait demain, par exemple, lancer un grand plan social en France? Quand je parle social, je parle vraiment de société également, mais un grand plan social. Il faudrait probablement lancer un grand plan de lutte contre la pauvreté, et je crois qu'il faut commencer par un plan de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté alimentaire. Je le disais, on a de plus en plus de personnes, des millions de personnes en France qui renoncent à se nourrir correctement, soit en quantité, qui réduisent leur repas, le nombre de repas pris par jour. Je dis un étudiant sur deux ne mange plus qu'un repas par jour, soit en qualité. On réduit la qualité des aliments avec tout ce qui s'ensuit, problème de santé, problème d'énergie, problème d'apprentissage pour les enfants, parce qu'on sait qu'une alimentation équilibrée est aussi source d'un bon apprentissage à l'école. Je crois que la priorité dans un pays comme la France, qui est un pays d'alimentation, un pays d'agriculture, un pays de l'agroalimentaire, un pays reconnu pour sa gastronomie, c'est que chacune et chacun puisse manger à sa faim, à son goût et avec des aliments qui lui permettent de rester en bonne santé. Et pour ça, il y a plusieurs propositions. On peut mettre en place un chèque alimentaire, on peut mettre en place ce qu'on appelle une sécurité sociale de l'alimentation, qui permettrait à chaque Française et Français d'avoir accès chaque mois à un panier minimal de biens
locaux, équilibrés, avec un petit peu de viande, un peu de poisson, des légumes frais, des choses du territoire où chacun réside. Et je crois que ce doit être la priorité. Et nous le porterons à l'occasion des élections européennes, un plan qui arrivera au mois de juin, un plan de lutte contre la précarité alimentaire. Alors, il y a la précarité alimentaire, il y a ce contexte social, et on parle aussi beaucoup de l'éducation. Et je voulais vous entendre là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup de choses ces temps derniers au niveau du gouvernement, la lutte contre le harcèlement, entre autres, portée par le ministre de l'Éducation. Et puis, on a eu cette étude qui est sortie, qui disait que les enfants qui sont en 4e, eh bien, on a vu leur niveau baisser, et baisser de façon assez importante. Est-ce que, là aussi, j'allais parler de plan, je ne sais pas si c'est le terme, mais est-ce qu'il va falloir revoir une énième fois le problème de l'éducation en France, l'organisation de l'éducation en France, pour les jeunes en particulier, pour les plus jeunes? Il le faut, et c'est pas une énième fois. En vérité, ce gouvernement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, gigote sur la question de l'éducation nationale. On a eu un ministre de l'Éducation nationale, fraîchement nommé en 2023, qui a passé 4 ou 5 mois à préparer la rentrée scolaire, en nous parlant des vêtements portés par les jeunes filles à l'école. La vraie question, c'est de savoir s'il y a suffisamment de profs. Cette année, il y a moins d'enfants inscrits dans le primaire et dans le secondaire en France qu'il n'y en avait l'année dernière. L'éducation nationale aurait pu se dire, tant mieux, on va pouvoir réduire le nombre d'élèves par classe pour lutter contre ce déficit de niveau que vous venez d'aborder et qui est effectivement extrêmement important, notamment dans les matières scientifiques. On sait qu'on a un manque d'ingénieurs en France assez important et qu'il va falloir former en mathématiques des jeunes compétents. Mais au lieu de ça, le gouvernement et Gabriel Attal réduit le nombre de professeurs. Donc on maintient des classes surchargées. On a ici, dans des établissements en ruralité, où les parents ne sont pas forcément dans les classes sociales supérieures, donc tout ce que ça induit sur la capacité ou non à suivre les enfants le soir sur les devoirs. On a des classes en école primaire à plus de 30. Comment voulez-vous qu'un enfant dont les parents n'ont pas forcément fait énormément d'études, qui ont peu accès à la lecture à la maison, puisse apprendre correctement à lire, écrire, compter s'il est 30 en classe de CP? C'est impossible. Avec aussi ces problèmes, on les a vu aussi de collèges qui ont été fermés, des collèges privés sous contrat avec l'État. C'est le cas d'un collège qui a été taxé de faire l'apologie de l'islamisme, par exemple. Est-ce que là aussi, il va falloir mettre un peu d'ordre et essayer j'allais dire peut-être d'avoir en tout cas un comportement un peu plus coercitif lorsqu'il s'agit de collèges sous contrat avec l'État, de mieux comprendre quel est le but de ces collèges ou de ces lycées, quelle est je ne vais pas parler de ligne éditoriale, hein, mais en tout cas, quelle est, j'allais dire, la finalité de ces collèges en matière d'éducation et surtout de contenu éducatif, hein. Dans le cas que vous abordez précisément, là, il faut effectivement une fermeté totale. Aucun collège, aucun lycée, aucun établissement scolaire sur le territoire de la République ne doit pouvoir s'affranchir des enseignements communs qui doivent revenir à tous les enfants de la République. Moi, je suis un partisan acharné de l'enseignement public, dans tous les sens du terme. Et évidemment que, par nature, je considère que ces établissements hors contrat ne devraient pas avoir lieu d'être. Aujourd'hui, il y a des telles inégalités créées par l'école, renforcée par l'école et un niveau général qui est en baisse, comme vous l'avez dit, que la priorité, c'est de remettre tout le monde dans le même creuset républicain, d'instaurer de la mixité, de recruter davantage de professeurs, de mieux choisir les priorités de ce que l'on enseigne ou pas aux enfants, et à côté de ça, de leur garantir aux enfants l'accès, là aussi j'y reviens, mais à une bonne alimentation, à une pratique sportive, parce que c'est tout ça l'école, hein, c'est un équilibre. Mais donc les priorités doivent être celles-ci, et évidemment ça doit nécessiter d'être sévère avec les établissements hors contrat qui ne respectent pas le cadre républicain. Alors souvent on voit aussi les jeunes dans les quartiers, alors il ne s'agit pas de stigmatiser ici les quartiers évidemment, hein, mais c'est un fait qui bien préfère finalement aller faire le guet pour les dealers parce que ça rapporte finalement. Là aussi on a une précarité sociale qui conduit des jeunes parfois à tomber dans le trafic de stupéfiants. Là aussi on loupe quelque chose, on n'a pas mesuré peut-être l'ampleur du phénomène et on a laissé ces jeunes à la dérive, on s'est pas occupé des quartiers finalement du côté éducatif, ou pas assez. Là, je crois qu'en la matière, il faut tenir deux discours concomitants. D'une part, là aussi, une fermeté totale avec celles et ceux qui rentrent dans cette économie parallèle et qui décident de produire ou de vendre de la drogue parce que ça rapporterait plus que les métiers qui sont proposés dans l'économie légale.
Ça, c'est le premier point. Évidemment, il est absolu, il doit être partagé par tout le monde. Le second point, c'est évidemment de se poser la question de pourquoi de plus en plus de jeunes, et dans certains territoires, sont plus attrayés par une économie parallèle qui leur semble plus rémunératrice, ce qui est bien souvent pas le cas d'ailleurs, il faut leur dire aussi, qui leur semble plus rémunératrice et plus prometteuse qu'une économie légale et que l'apprentissage à l'école. Il y a effectivement eu un sous-investissement fait dans certains territoires, mais c'est le cas pour les quartiers des grandes villes que vous citez, mais c'est aussi le cas pour notre ruralité. Dans la ruralité, on a le même problème de sous-investissement. Aujourd'hui, un élève qui est au collège à Montcontour ici, ou à Plémet ou à Corlay, coûte beaucoup moins cher à l'État qu'un élève qui est à Rennes ou à Paris. Et ça, c'est pas acceptable. Chaque enfant de la République doit bénéficier du même investissement de la République et de l'État si on veut enfin garantir l'égalité républicaine dans l'éducation nationale. Alors, ça nous amène aussi à ces deux France. Vous parliez de cette France rurale, de cette Bretagne rurale. On va faire un peu de chauvinisme, on a l'habitude ici. De cette Bretagne rurale, de cette France rurale et de cette France des villes ou des cités ou des quartiers. Là encore, ça nous ramène à cette triste actualité de Crépol. Et voilà, on a beaucoup dit, ces France-là ne se parlent plus, ne se comprennent pas. Les jeunes ont d'autres aspirations à la campagne ou à la ville. Est-ce que là aussi, il va falloir remettre un peu de république et dans les campagnes et dans les quartiers, et surtout essayer d'aplanir peut-être les différences? Moi, je ne suis pas convaincu que les jeunes ne se parlent pas et que les nouvelles générations ne se comprennent pas selon qu'elles soient urbaines ou rurales. Je suis par contre convaincu d'une chose, c'est que les politiques publiques désavantagent certains territoires. Les politiques publiques sont plus dures à l'égard des territoires ruraux. Parce que les territoires ruraux correspondent moins au monde d'une économie mondialisée qui impose que tout soit rentable. Et évidemment, il est, si on parle de rentabilité, plus cher de maintenir de l'enseignement dans des territoires peu peuplés, pareil pour les hôpitaux, sujet qu'on connaît bien aussi en Côte d'Armor, que dans des grandes métropoles. Mais ce qu'il faut expliquer à ceux qui font les politiques publiques, c'est qu'on ne demande jamais aux services publics d'être rentables, ou du moins si on commence à leur demander ça, c'est qu'il est temps d'arrêter de faire de la politique. Les services publics, ils sont là pour rendre un service à des citoyens qui payent des impôts, qu'ils habitent à qu'ils soient ici, à Rennes, à Paris, à Plémet ou à Brest. Tout le monde paye des impôts, tout le monde doit avoir accès au même niveau de service public. Donc je crois que si on veut mettre fin à cette... ce que moi, j'ai pas envie d'appeler une fracture, mais effectivement, à cette différenciation qui existe de plus en plus entre la France rurale et la France urbaine, il faut commencer par assurer aux habitants des territoires ruraux qu'ils sont traités à égalité du reste des concitoyens de la République. Et puis là, moi, je fais amende honorable aussi au nom de la gauche, et la gauche doit faire sienne la priorité de reparler aux classes populaires rurales à cette France qui travaille, cette France qui se lève tôt, cette France qui a besoin de prendre sa bagnole pour aller bosser, et qui va dans les grandes surfaces et dans les zones commerciales. Cette France-là que la gauche a oubliée pendant un temps. C'est fini. Désormais, le Parti socialiste, le premier, fait de ce lien entre les classes populaires urbaines et rurales sa priorité, parce que les causes sont communes, les causes sont partagées, les inégalités subies sont les mêmes, et à nous de mieux réfléchir à ce mode de vie rural et à mieux le comprendre, et ce sera là aussi notre priorité pour les élections européennes, où on veut porter une gauche du quotidien, une Europe du quotidien, on appelle ça, c'est-à-dire une Europe qui se préoccupe des problèmes des gens au quotidien. Quelles sont leurs difficultés pour se déplacer? Quelles sont les difficultés pour aller chez le médecin? Quelles sont leurs difficultés pour acheter des vêtements à leurs enfants, pour partir en vacances, pour trouver un établissement scolaire, pour trouver une garderie, pour trouver tout un tas de services qui sont plus difficiles dans les territoires ruraux. Et je crois que c'est en agissant de la sorte que finalement on arrivera à réconcilier la société française qui effectivement aujourd'hui est traversée par des tensions. Alors il y a la loi immigration, on en parlait en commençant. Il y a une peur de l'émigré aujourd'hui en France, ou en tout cas de la différence culturelle? C'est difficile de répondre au nom de tous les Français. Moi je souhaite qu'il n'y en ait pas. La France est le pays de l'humanisme, et au-delà de ça elle est le pays de l'altérité. La France est un pays formé par des siècles de migration. Je rappelle à tous ceux qui nous disent qu'il y aurait une histoire du peuple français, que le peuple français dont on porte nous-mêmes le nom ne vient pas du territoire que l'on occupe.
et que ceux qui viennent du territoire que l'on occupe habitent aujourd'hui en Italie. S'ils se réclamaient de l'occupation du territoire, on aurait l'air bien malin. Donc je dis à ceux-là de se méfier du retour vers l'histoire parce qu'on peut toujours revenir plus loin et trouver un autre occupant au territoire que l'on a actuellement. Est-ce qu'il y a une peur de l'altérité ? Je ne le souhaite pas. Peut-être chez certaines personnes, elle est entretenue par une partie du discours politique et médiatique qui nous fait croire que l'altérité, que la rencontre avec celui qui vient d'ailleurs, notamment d'au-delà de la Méditerranée en l'occurrence, présenterait un risque. Le risque n'est pas celui-là, le risque c'est celui de la fracture, c'est celui de l'essentialisation des personnes, de considérer qu'une personne parce qu'elle est migrante présenterait un danger pour la République et quelque chose de fondamentalement raciste, et contre lequel nous luttons pour une France plus ouverte, une France plus solidaire et une France plus juste. Et là-dessus, nous allons porter nos convictions à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi immigration. Alors on a vu justement les débats, et là on rentre dans le vif de la politique, si tant est qu'on n'ait pas parlé de politique ce matin, mais on rentre dans le vif du débat politicien, si j'ose dire. On a vu les mots du ministre à l'endroit de Marine Le Pen, Monsieur Moretti, qui a quand même chahuté, on peut le dire, Madame Le Pen, en disant voilà, il va falloir faire un peu de ménage dans vos rangs et chasser les nazillons. Est-ce que le mot nazillon vous a, j'allais dire, choqué ou amusé, ou est-ce que vous trouvez que sur le fond c'était juste et sur la forme c'était peut-être un peu exagéré ? Sur le fond c'est juste. Je m'arrêterai là. Sur le fond, c'est juste. L'extrême droite, le RN, le FN, est un parti formé par d'anciens collabos nazis et malgré tout ce qu'ils disent, est encore peuplé de militants néo-nazis. C'est un fait. Et pourtant, aujourd'hui, on voit beaucoup de Français qui se tournent vers le parti de Jordan Bardella, comme on le dit aujourd'hui, puisqu'il va se présenter aux élections européennes. Alors, ça va nous laisser quelques minutes quand même pour parler aussi des élections européennes. Est-ce que vous comprenez le fait que des gens se tournent vers le Rassemblement national ? Est-ce que le fait de dire, ben voilà, la droite n'a pas fait son travail, la gauche non plus, on se tourne vers autre chose, la majorité présidentielle aussi, je la rajoute dans le lot. Est-ce qu'il y a une urgence à rectifier le cap ? Il y a une urgence absolue parce que le choix de l'extrémisme en France est toujours le résultat d'un désespoir. Ce désespoir, il est effectivement né d'un échec relatif de la gauche et de la droite ces dernières années. Et on ne peut pas le nier. De toute façon, à partir du moment où 30% des Français déclarent voter pour l'extrême droite, c'est nécessairement un échec de ceux qui occupent actuellement le pouvoir et qui l'ont occupé, mais y compris de ceux qui l'occupent aussi. Il ne faut pas se dédouaner. Je rappelle que quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir, l'extrême droite flirtait avec les 20%, il jurait qu'il la ferait chuter, elle flirtait au second tour de la dernière élection présidentielle avec les 45%. Elle a gagné 5 millions de voix en 5 ans sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui dans les sondages pour les élections européennes, l'extrême droite s'envole. C'est le résultat d'un désespoir parce qu'effectivement c'est le résultat peut-être, je le disais, moi, d'une gauche chez nous, il faut bien se le dire, qui a arrêté de comprendre une partie de la société française, qui a arrêté de travailler avec la ruralité, qui a arrêté de travailler avec les difficultés quotidiennes des Français pour peut-être se contenter d'injonctions. Et je crois qu'en politique, il faut lier les deux. Il faut avoir un projet de société et exposer clairement l'endroit où on veut emmener la France, les Françaises et les Français demain, dans un pays viable, dans un pays en meilleure santé écologique, dans un pays plus juste, plus égalitaire. Et en même temps, il faut se préoccuper du quotidien des Françaises et des Français. Et il y a toute cette France rurale que l'on a un peu mis de côté, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est au Parti Socialiste. C'est fini. Vous voyez ici, on a renouvelé les cadres au Parti Socialiste des Côtes-d'Armor et ailleurs en Bretagne. Mes homologues dans le Finistère, dans le Morbihan, dans le 35 sont aussi nouvellement élus, très engagés, relativement toutes et tous jeunes. Et il y a un renouvellement des personnes, des cadres et de l'idéologie au Parti Socialiste qui fait que cette époque est révolue et que la gauche, aujourd'hui, va mener âprement le combat face à l'extrême droite pour répondre aux inquiétudes et aux demandes légitimes des Françaises et des Français. Alors sur l'Europe, j'imagine que voilà, il y a les préparatifs en cours de cette campagne qui démarre déjà, campagne pour les élections européennes. On sait l'attachement du Parti Socialiste à l'Europe et à la construction européenne. L'Union européenne aujourd'hui, elle est chahutée, elle ne va pas toujours très bien. Elle a toujours une guerre en cours à sa porte. On l'oublie un petit peu avec le Proche-Orient, mais il y a toujours une guerre en Ukraine. Là aussi, est-ce qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, pousser un peu des pions pour
réformer cette Europe, la rendre peut-être plus humaine? J'ai posé la question à quelques-uns de mes invités dans la matinale. Est-ce qu'il faut la rendre plus humaine? Parce que les gens ne la comprennent pas toujours, Il faut la rendre absolument plus humaine. Vous avez tout à fait raison, le mot est très bien choisi. Moi, je vous le disais tout à l'heure, l'une de nos priorités, c'est de rendre une Europe du quotidien. Je veux qu'aujourd'hui, chaque Européenne, chaque Européen, chaque Français, nécessairement, puisse réaliser et puisse comprendre à quel point l'Europe peut agir positivement dans nos vies. L'Europe doit cesser d'être uniquement une instance qui impose des contraintes. Je pense ici à nos agriculteurs. L'Europe, elle aide les agriculteurs, mais pas suffisamment. Il faut les aider plutôt que de les contraindre. On pense à tout un tas de normes comme ça qui, aujourd'hui, ne correspondent plus aux besoins de notre époque. Et puis, pour la rendre plus humaine, il faut aussi qu'elle soit plus compréhensible et plus démocratique, l'Union européenne. La réalité, c'est si elle paraît inhumaine, c'est parce qu'elle est extrêmement incompréhensible. Elle est loin. Elle est loin, elle est incompréhensible, et parce qu'on ne comprend pas pourquoi les personnes pour qui on vote, c'est-à-dire les députés européens, ne décident pas. Et par contre, celles et ceux qui décident sont des personnes qui sont nommées, des technocrates, à la Commission européenne. Donc moi, je plaide au sein du Parti socialiste et de la gauche pour un véritable Big Bang démocratique. Il faut renforcer, extrêmement renforcer, coûte que coûte, le pouvoir des élus, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement, puisqu'ils sont élus, et du Parlement européen. C'est à eux de décider, et non plus à la Commission européenne de décider des normes qui s'imposent ensuite à 450 millions d'Européens. Voilà, une Europe finalement plus politique que technocratique. Plus politique, plus humaine et plus proche de notre quotidien, parce que l'objectif à l'origine de l'Europe, c'était de rendre la vie meilleure. Elle l'a fait en imposant la paix sur le continent. C'était quand même une avancée majeure. Elle l'a fait en permettant la libre circulation, qui permet aujourd'hui à chacun de voyager en Europe. Elle doit le faire désormais en se préoccupant enfin des petits tracas du quotidien, parce que c'est ce qui aujourd'hui nous intéresse toutes et tous. Alors on en parlera encore sur cette antenne de l'Europe avec cette campagne qui s'annonce importante, en tout cas pour l'Europe et pour la France aussi, pour la vie politique française. Antoine Ravard, premier secrétaire du Parti socialiste des Côtes-d'Armor, était avec nous ce matin en direct. Je l'en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.